Bonjour à tous, bienvenue sur Frontières dans la matinale de Karen. Il va vous accompagner pendant 1 heure, enfin ça, c'est sur le papier. Vous connaissez le personnage, son franc-parler, son humour et surtout sa sincérité. Bref, du Garen dans le texte. La matinale de Garen, c'est du débat, du combat, tout l'ADN de la France qu'on aime en 60 minutes et probablement plus, le sommaire. Bonjour à tous, quel plaisir de vous avoir en ce vendredi matin, encore une fois, comme depuis plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, on va avoir une émission exceptionnelle, on va recevoir Pierre Gentil, Edwige Diaz, Corentin Stemler, Mathilde Androuet et Romain Petitjean. On va parler de beaucoup de sujets et on va surtout tout de suite commencer par le débat sans frontières. Chers amis, on commence le débat sans frontières avec Edwige Diaz. Bonjour à vous, députée du Rassemblement National. Bonjour, merci pour l'invitation. Et porte-parole du Rassemblement National. Pierre Gentil, avocat à la Cour. Bonjour à vous. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu, Pierre Gentil. Je vous ai décommandé la dernière fois pour tout dire, mais c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Pierre Gentil, d'ailleurs, vous n'étiez pas revenu chez nous depuis cette... C'était à cause d'un précédent. Et qu'est-ce qui vous est arrivé avec la Sorbonne ? Vous êtes enseignant à la Sorbonne, oui. Et vous avez eu quelques nervis d'extrême gauche qui ont voulu votre peau. En tout cas, qui ont voulu m'empêcher de faire cours, ça oui, c'est certain. Il me semble que l'affaire a fait déjà a eu un peu d'écho. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, un article est paru sur un site d'extrême gauche, Révolution Permanente, qui est un petit peu le pendant éditorial de la Jeune Garde, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment la gauche la plus radicale, je pense. Et après, d'autres organisations de gauche, mais cette fois-ci internes à l'université de la Sorbonne, dans laquelle j'enseigne depuis bientôt 9 ans, ont publié des communiqués. Alors pas simplement des communiqués sur les réseaux, c'est ça ce qui a fait d'ailleurs ce qui a eu le plus d'impact. C'est-à-dire que les organisations syndicales dans la Sorbonne ont la capacité d'envoyer un courriel à tous les étudiants. Donc ils ont envoyé un courriel à tous les étudiants en indiquant que un candidat, ex-candidat RN, élection législative 2024, fondateur d'une organisation syndicale, la Cocarde étudiante, il y a plus de 10 ans, etc., enseignait à la Sorbonne. Par ailleurs, on a dit aussi que je citais des juristes très mauvais, très non recommandables, comme Carl Schmitt. Bon, le problème, c'est que c'est dans le fascicule, si vous voulez, des enseignements à Paris 1. C'est dans le programme, en fait. C'est dans le programme. Je ne fais qu'appliquer le programme, et parfois j'en parle hors de l'université. Et donc, effectivement, il y a eu une certaine animosité contre moi. Ce n'était jamais arrivé avant. Et là, effectivement, tout a explosé, et ça a duré pendant 5, 6, 7 jours, quand même, cette affaire, quoi. Et donc, ils vous demandaient votre renvoi de la Sorbonne. C'est ça, tout simplement, parce que, je le dis, le titre, c'était « Un militant d'extrême droite enseigne à l'université ». Voilà. Ensuite, je peux pas dire que je suis surpris, ça fait 9 ans que j'enseigne, je côtoie l'université, j'y suis quasiment tous les jours, si vous voulez, c'est mon quotidien, l'université. Je suis avocat, mais en même temps, je suis universitaire. Alors, c'est pas le gros de mon activité, mais c'est des locaux que je fréquente assez régulièrement. Et finalement, ils n'ont pas eu gain de cause, puisque, alors déjà, j'en ai parlé un petit peu. Il se trouve que quand cette affaire est arrivée, j'étais loin de Paris, donc j'ai dû faire deux plateaux de télévision, j'ai dû faire CNews et puis une autre télé, je sais plus. Et après, j'étais loin de Paris. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'activités. Moi, j'ai reçu sur les réseaux, enfin, vous n'imaginez pas, je crois que j'ai jamais reçu autant de messages sur une affaire comme ça, sur un laps de temps de 10 jours. Je pense qu'il y a eu des milliers de messages que j'ai reçus moi directement, et rien que le tweet que j'avais fait pour expliquer ce qu'il arrivait, ce qui allait devenir, parce que je pensais que j'allais perdre tous mes enseignements et que j'allais être envoyé concrètement, parce que l'université est quand même phagocytée par ces groupes-là. Eh bien, rien que l'extrême gauche dirige l'université. Non, l'extrême gauche ne dirige pas l'université, mais c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'elle influence. Si vous voulez, nous on parle beaucoup à droite de la fenêtre d'Overton. Eux, il y a la fenêtre rouge, si vous voulez. C'est-à-dire que à l'université, ils essayent de pousser le plus possible leurs thématiques, et les universités deviennent de plus en plus des forteresses. Ce qui fait que si demain, ce que je souhaite, le Rassemblement National arrivait aux responsabilités, ces gens-là prendraient ces universités comme des forteresses. Ça, il faut vraiment bien avoir ça en tête, et c'est à ça qu'ils s'accrocheraient. Maintenant, ce qui s'est passé à la fin de toute cette histoire, c'est que
Donc je vous dis, ça a fait des millions de vues, rien que sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Ça a été la grande surprise. Beaucoup de témoignages de mes anciens étudiants et même actuels étudiants. Et 2 professeurs de la Sorbonne. Et cette affaire, en fait, a fait beaucoup parler dans les books WhatsApp des professeurs de la Sorbonne. Et finalement, l'université a pris position publiquement, a publié un communiqué que je trouve tout à fait impeccable, qui ne souffrait d'aucune nuance, qui était que, dans un premier temps, ils avaient étudié les demandes des organisations étudiantes et que, compte tenu du principe le plus élémentaire à l'université, qui est la liberté d'enseigner et la liberté d'opinion, il n'y avait aucune raison de me retirer mes cours ou de me renvoyer. Maintenant, j'ai demandé la protection fonctionnelle parce que effectivement j'ai reçu un certain nombre d'injures, de menaces et au fond du cyberharcèlement, je l'attends toujours. Voilà. Vous l'avez demandé à la Sorbonne ? Je l'ai demandé à la Sorbonne, absolument. Et il y a aussi des choses qui ont changé parce que même si c'est une petite victoire culturelle, hein, j'entends petite victoire culturelle, personnellement c'est quand même aussi, j'en parle pas trop, mais c'est quand même aussi un grand changement parce que maintenant je fais cours avec à quelques dizaines de mètres de ma salle, des gardes qui surveillent, qui fouillent très assidûment les sacs. Alors ça existe pour certains centres à la Sorbonne. Ce n'était pas le cas dans le centre où j'enseignais avant. Donc maintenant, on m'a changé, si vous voulez. En fait, j'enseigne dans un centre sécurisé avec même une salle sécurisée. C'est-à-dire que je me suis fait la remarque, ça fait 2 fois que j'ai eu cours depuis les événements. On ne peut pas entrer dans la salle, c'est-à-dire qu'elle est fermée de l'intérieur. Il y a que moi qui peux l'ouvrir. Bon, voilà, ce genre de petites mesures de sécurité. C'est effrayant. Bah, disons que ça change, moi, ça bouleverse un peu mon quotidien, mais bon, écoutez, je vais essayer de m'y habituer, et puis voilà, pour l'instant, moi, les cours avec mes étudiants, ils se passent bien. De toute façon, moi, le rapport le relationnel que j'ai avec mes étudiants a toujours été excellent. J'ai toujours fait mon travail consciencieusement. Je parle du droit, je fais du droit. Je ne fais pas de politique, même si la frontière entre les deux est possible, mais je ne fais jamais état de mes opinions. Ça, c'est sûr. Et puis, je vous le dis, voilà, c'est aussi une dernière question. Je suis un enseignant vacataire, donc contractuel. Je n'ai aucune garantie, mais comme chaque année, mais peut-être encore moins cette année-là, de pouvoir continuer l'an prochain. Donc voilà, on verra. Voilà, vous savez tout. Pourtant, la Sorbonne vous a défendu ouvertement, oui, avec sûr. Un communiqué. J'ai même la vice-présidente de la Sorbonne qui m'a appelé pour me dire qu'effectivement l'université soutenait ses enseignants et ici au cas particulier qu'elle me soutenait, que ma demande de protection fonctionnelle allait être étudiée, je vous dis elle est en cours d'étude, qu'on me changeait de centre pour des questions de sécurité, hein, c'est pas du tout c'est pas une capitulation, hein. En plus c'est un centre universitaire qui est vraiment juste à côté. Oui, pour ma sécurité, parce que j'ai reçu un certain nombre de menaces et parfois, je vais pas faire état de ce que je vis, mais parfois les passages dans les couloirs sont pas évidents. Voilà. Edwige Diaz, vous aviez entendu parler de cette histoire, j'imagine, le mois dernier quand c'était arrivé. Qu'est-ce que vous en aviez pensé ? Moi déjà je voudrais adresser tout mon soutien bien sûr Pierre, très courageux d'avoir fait face, d'avoir lutté et surtout bravo d'avoir fait reconnaître ton impartialité et puis voilà le fait que tu fasses cours avec justesse. Moi je suis toujours effarée de voir à quel point la gauche tente de s'accaparer le milieu scolaire et universitaire qui devrait être pour le coup vraiment le lieu emblématique de la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'enseigner. C'est pas la première fois malheureusement qu'on a des tentatives de mainmise de la gauche dans nos établissements scolaires. Je pense bien évidemment à Sciences Po, mais je me dis que voilà, il y a peut-être un peu d'espoir puisque visiblement tu as été soutenu par ta hiérarchie et c'est une bonne chose. J'espère qu'elle aura le courage d'aller jusqu'au bout. Pour être tout à fait honnête, je vais le dire parce que je l'avais écrit au tout début. Moi, quand cette affaire est arrivée, donc c'était un mercredi, l'article est paru. Et puis après, tout ça était bien orchestré parce que les organisations étudiantes s'y sont prises à plusieurs sur plusieurs jours. Donc c'était vraiment, on peut le dire, hein, c'est pas un gros, mais c'était vraiment une cabale. Le but était vraiment d'obtenir mon renvoi et puis de faire monter la pression. J'ai publié un petit texte le vendredi soir qui n'était pas un texte d'abandon, mais c'était un texte où je l'ai fait avec l'état d'esprit de celui qui potentiellement ne va pas retourner en cours, parce que moi je m'attendais à ce que l'université me dise écoutez, pour des raisons de sécurité on arrête votre contrat, voilà, et puis on vous reconduit pas l'année suivante et puis on ne réagit pas publiquement. Donc je ne m'attendais pas, je le dis, hein, vraiment je reconnais quand je me trompe, même si je l'ai pas écrit mais je l'ai pensé, je m'attendais pas à un soutien de l'université de la Sorbonne. Voilà. Alors c'est normal qu'elle me soutienne, c'est normal qu'elle affirme
des principes. Il ne s'agit pas de soutenir une personne, il s'agit de soutenir un principe qui est celui de la liberté universitaire, voilà tout. Edwige Diaz, hier, nous commémorions le triste anniversaire des 10 ans des attentats du 13 novembre. Et j'ai une question que je pose à tout le monde. Hier, on a fait un direct de plus de 8 heures sur le sujet. Où est-ce que vous étiez le 13 novembre 2015 ? Je m'en souviens plus. C'est vrai ? Oui. Et vous, Pierre Gentier ? Moi, je me souviens très très bien, c'est marrant. Vous me posiez cette question parce que j'y pensais avant d'entrer en studio. J'étais avec un ami commun d'ailleurs que vous connaissez, qui s'appelle Pierre Charon. J'étais étudiant. Nous étions non loin de Paris-Panthéon-Assas, même si je reste attaché à la Sorbonne et j'ai fait mes études à la Sorbonne, mais nous étions tranquillement en train de prendre un verre en fin de journée. Et puis, on a vu sur nos téléphones ce qui était en train de se passer. Et puis, autour de nous, en fait, tout le monde s'agitait. Et progressivement, ce petit monde commençait à se vider. C'est-à-dire que pour les gens qui ont vécu ça, on se souvient que Paris progressivement s'est vidé. C'est-à-dire que c'était un peu la panique dans les rues parce qu'en plus on ne savait pas. C'est ça qui est important. On ne savait pas où étaient situées ces attaques. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on sait que c'est plutôt dans le centre-nord de Paris et tout au nord de Paris, au Stade de France, que ces attentats ont eu lieu. Mais à l'époque, vous voyez, même dans le quartier latin, même du côté du Jardin du Luxembourg, on savait pas très bien et tout le monde était en panique. Je me rappelle, les gens marchaient vite dans la rue, voire même j'ai vu des gens courir. Et puis moi je suis rentré chez moi et puis à un moment je suis sorti pour voir et il y avait personne dans les rues. Personne dans les rues. Voilà. Donc j'ai un souvenir assez clair de ce moment. Moi, je me rappelle les cafés qui fermaient les uns après les autres parce qu'ils savaient pas ce qui se passait, que ça ouais, fusillait dans tout Paris. Et j'avais fait plusieurs cafés, j'étais avec des amis et à chaque fois, au bout de 20 minutes, ils disaient bon, en fait, on va fermer, on sait pas ce qui se passe, rentrez chez vous. C'était une expérience assez effrayante. Et le lendemain, les rues étaient vides à Paris. Je sais pas si vous vous rappelez le lendemain. Je me souviens surtout du jour même, je me souviens pas du lendemain. Le lendemain matin, les rues étaient complètement vides. À Paris, c'est assez rare pour le préciser. Comment vous l'avez commémoré, vous, Edwige Diaz, ces 10 ans ? Parce que, en tant que député RN et porte-parole du RN, j'imagine que vous avez dû recevoir des invitations officielles. Eh ben, aussi surprenant que cela puisse paraître, non. Le Rassemblement national, hier, n'a pas été invité, ni par le président de la République, ni par Madame le maire de Paris, alors que dans ces moments où nous commémorons une tragédie, je pense que ce qui doit s'imposer, c'est l'idée de l'union nationale, l'idée de soutien à l'égard des victimes, des 130 morts, des 400 blessés, et aussi de solidarité à l'égard de notre nation française qui ne cesse d'être attaquée encore aujourd'hui par l'islamisme radical. Et donc de manière très inélégante, nous n'étions pas associés hier à la commémoration organisée par Paris, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir Marine Le Pen a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour dire à quel point le combat que nous devons mener, eh bien malheureusement n'est pas mené à bien par nos dirigeants. Je vais vous donner quelques exemples. Voyez, il y a quelques mois, mon collègue Julien Audoul a travaillé sur une mission flash visant à identifier les liens entre l'islamisme et les associations sportives. Et l'entrisme islamique dans les associations sportives. Exactement. Donc il en a identifié environ 130. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Rien. Avec Jordan Bardella, nous ne cessons de dénoncer le nombre important de mosquées radicalisées. Il y en aurait un peu plus de 130 en France. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus ? Rien non plus. Les services de sécurité indiquent qu'ils déjouent tous les 45 jours une tentative d'attentat islamiste. Eh bien, le gouvernement ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation, puisque avec Marine Le Pen, nous avons déposé en 2021 une proposition de loi visant à clairement mener la guerre contre toute forme d'islamisme dans notre pays. Et là, le gouvernement ne se décide pas à mettre notre loi à l'ordre du jour. Peut-être que les coupables ne veulent pas inviter ceux qui veulent leur rappeler qu'ils sont coupables de ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas invités. C'est peut-être pour ça. C'est vrai que c'était assez surprenant de voir parmi les membres invités des élus de la France insoumise, dont
dont il se dit, et à mon avis légitimement, qu'ils sont, en tout cas qu'ils font preuve d'une assez grande complaisance vis-à-vis des comportements à tendance islamistes. Mais eux, ils étaient invités. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, ce choix d'Emmanuel Macron et de Madame Hidalgo, d'inviter ceux qui font preuve de complaisance à l'égard de l'islamisme et d'exclure de ces commémorations ceux qui précisément luttent avec acharnement contre cette idéologie radicale responsable de la mort de centaines de nos compatriotes. Pierre Gentil, qu'est-ce que vous avez pensé de la commémoration d'hier ? Pour être tout à fait honnête, je n'en ai vu que des extraits sur les réseaux sociaux. Donc je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire. Moi, le peu que j'ai vu m'a pas beaucoup. Le discours d'Anne Hidalgo. J'avoue que je l'ai pas écouté. Voilà. je suis désolé, j'ai pas écouté Hidalgo, mais si vous voulez, il y a toujours quelque chose d'assez malaisant en fait à entendre ces gens s'exprimer, y compris François Hollande, parce qu'en réalité, et Edwige l'a dit juste avant, c'est-à-dire on n'invite pas ceux qui pourraient apporter des solutions. Hein, je sais bien, on parle de commémoration, mais il s'agit peut-être maintenant d'agir au bout de 10 ans. Parce qu'en 10 ans, on n'a pas agi, on n'a rien fait. C'est même pire que ça, en réalité. C'est que la situation sur le plan de l'islamisme politique qui progresse, et je sais, et sur le plan migratoire, ça ne fait que s'aggraver. On invite, en revanche, ceux qui sont, par leur idéologie ou par leur non-agissement, les responsables de cette situation. Voilà. Je veux dire, Monsieur François Hollande, je sais, j'anticipe ce que vous allez dire, mais je vais essayer de pas trop. Ce sont des gens qui nous ont expliqué quand même au moment des attentats que ça n'avait rien à voir avec l'islamisme politique. D'ailleurs, le mot islamisme sur les publications que j'ai vues sur les réseaux sociaux, par exemple, effectivement, de la maire de Paris, ou j'ai vu de l'élu communiste de Yann Brossard, le mot islamisme n'existe pas. C'est la haine et l'intolérance. En fait, autant de concepts qui ne veulent rien dire, qui sont des concepts moraux et abstraits, et qui sont là pour éluder quoi? Qui sont là pour éluder tout simplement le caractère fanatique, religieux, islamiste de ces attentats. Voilà. Et si on commence à parler d'islamisme, il va falloir qu'on commence à parler des causes de l'islamisme, de ce qui favorise l'islamisme en France, les flux migratoires bien sûr, et puis aussi les organisations politiques qui ferment les yeux, voire même qui s'appuient là-dessus ou qui soufflent, on peut le dire, sur ce vent mauvais, et qui sont effectivement, parfois ça a été dit, même de plus en plus souvent, dans l'ambiguïté pour des raisons qui sont des raisons évidemment, éminemment, électorales. Et on a fait notre dernier numéro de Frontières qui s'appelle Ces maires qui collaborent avec l'islamisme. Et il n'y a pas que des maires de gauche. Oui, bien sûr. C'est important à dire. C'est important à dire. Surtout en région d'Île-de-France. Et puis aussi, il me semble qu'à Valence, vous avez un maire qui n'est pas très très clair sur ces questions-là. Mais je me souviens qu'il y avait il me semble que c'était du Point, qui parlait des liens entre l'islamisme, les associations islamistes locales, et monsieur Jean-Christophe Lagarde. Hein, monsieur qui était maire de Drancy, je vais dire de bêtises, en tout cas d'une ville non loin en Île-de-France, maire UDI centre droit, avec lequel les Républicains font alliance. Et il me semble même qu'il y a des maires, les Républicains aussi, qui sont pas tout à fait propres dans cette affaire, parce que tout ça est une affaire à la fin purement électorale. Ces gens-là troquent des idées, ce qui devrait être normalement le moteur de la politique, pour de la basse clientèle électorale, et qui en plus c'est surtout ça, c'est que c'est nocif, profondément nocif pour les intérêts de la France. Arrivons-en à l'éléphant dans la salle. En août 2015, quelques mois avant le 13 novembre, Libération titrait « Non, Daesh n'utilise pas les flux de migrants pour s'infiltrer en Europe ». Dire qu'il y avait des potentiels terroristes dans les flux, il faut se rappeler qu'en 2015, oui, Angela Merkel ouvre les vannes de l'immigration massive en Europe, de réfugiés, entre guillemets, syriens ou afghans. Il y a un déversement de plus d'1 million d'immigrés rien qu'en Allemagne sur l'année 2015, bien sûr d'ailleurs Angela Merkel fait ça sans demander l'avis des autres pays européens, et tout le monde sait, et on dit attention, il y a quand même très probablement des terroristes qui vont s'infiltrer avec ces flux de migrants incontrôlés qui arrivent en masse. Non, Libération et tous les autres médias expliquent que c'est une fake news. Bon, il s'est avéré que c'était 100% vrai. On va regarder la vidéo numéro 5, c'est Sébastien Ligné, notre confrère journaliste, qui rappelle les accusations de racisme quand on alertait sur l'immigration. Vous avez quelqu'un comme Didier Lesky,
qui est pas un héritier du Rassemblement national, qui vous explique très simplement, attention, là il y a une filière, là il y a un terreau potentiel, là on peut créer une société parallèle, là vous pouvez faire venir des islamistes, des gens qui se cachent derrière le côté réfugiés politiques, ont fui le régime des talibans, pour en fait faire venir des terroristes en France. Vous avez des gens très sérieux qui alertent sur cette immigration afghane, sur ces 300 000 je crois Afghans qui sont sur notre sol. Et vous avez encore des responsables politiques aujourd'hui qui, quand on les interroge sur la question afghane, nous disent c'est xénophobe, c'est le récit de l'extrême droite, c'est Donald Trump, etc. Pierre Gentier. Sébastien Ligné, brillant journaliste de Valeurs Actuelles, Valeurs Actuelles, a tout à fait raison. Ce qui effectivement, moi, ce qui m'a marqué aussi à cette époque-là, c'est la chape de plomb. Même quelques jours après, parce que vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Au moment des attentats, on nous dit surtout, ou au moment d'un drame, on peut parler aussi de l'affaire Lola, on vous dit surtout ne parlez pas des causes, un peu de dignité, un peu pas de respect. Récupération. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. En tout cas, sur ces questions-là, faut surtout pas essayer d'avancer des solutions. Alors, même quelques jours après, même quelques semaines après, parce que cette affaire a fait quand même parler un certain temps et elle fait toujours parler, on a posé sur la table la question, effectivement, de la responsabilité des flux migratoires. Et je me souviens très bien que cette question-là était quasiment criminalisée dans les médias. On ne pouvait pas l'aborder. Et on nous disait, avec un air un peu docte, moi je me souviens d'émissions du service public, où on avait des spécialistes qui nous expliquaient que ça n'avait rien à voir avec l'immigration. Et d'ailleurs, l'argument qu'on nous avançait, c'est qu'on nous disait, mais ce sont des Français et des Belges. Bon, d'accord, accessoirement, la Belgique, donc je comprends que c'est la France, hein, moi je suis ravi qu'on dise ça, mais ce qu'on oublie juste de dire, c'est que ces gens-là ont été élevés dans la haine de la France, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration, et troisièmement, que ce sont des gens quand même qui sont partis en Syrie et qui se sont radicalisés en Syrie. Car remettons-nous dans cette époque, il y avait un État islamique en Irak et en Syrie qui s'appelait Daesh. On l'a peut-être oublié, hein, parce que, et vous en plus, Frontières, vous êtes un média qui attire beaucoup, je sais, les jeunes générations, mais nous, on a connu ce que c'était la peur de voir cette tumeur islamiste qui grossissait de 2013 jusqu'à 2016-2017, je crois que c'est à ce moment-là où c'est au moment où Donald Trump est arrivé aux responsabilités. Mais la progression de l'État islamique était spectaculaire. On voyait des scènes de décapitation où il y avait également absolument il brûlait vivants des prisonniers. Tout ça, il le filmait. Des enfants de 5-6 ans qui abattaient des. On avait des reportages à Raqqa, qui était la capitale de l'État islamique. Raqqa, c'est en Irak, si je dis pas de bêtises. On voyait ce que c'était une société islamiste. Il y a une société où vous avez des gens en armes barbus, et puis vous avez quelques femmes, mais qui sont intégralement voilées de la tête aux pieds, et qui vivent dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire presque une situation pire aujourd'hui, même une situation pire que ce qu'on a en Afghanistan avec les talibans qui sont aujourd'hui aux responsabilités. Donc, faut se rappeler de ce que c'était. Et on voyait cette tumeur grandir, et ces gens-là sont partis en Syrie et se sont radicalisés en Syrie. Et ils sont ensuite revenus en France. Et ils sont revenus en France facilement. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que nous ne maîtrisons toujours pas nos frontières. Et deuxièmement, parce que la crise migratoire avait bon dos, et on nous disait, il y a une crise des réfugiés, il faut les accueillir. Et quand on disait, que potentiellement, parmi ces réfugiés, il peut y avoir des terroristes en puissance, alors là, ça hurlait sur tous les plateaux de télévision. Vous faites des amalgames. Oui, en attendant, les amalgames, eh ben, ils ont fait des morts et des morts et des morts d'attentats islamistes. Voilà. Et ces gens-là, parce qu'on en parle 10 ans après, ces gens-là, ils ne viendront jamais s'excuser. Jamais. Et pourtant, leur idéologie, faut le dire, parce qu'on culpabilise trop les gens de l'autre bord, vous voyez. Mais la gauche, elle, il faut la culpabiliser. Ces gens-là, par leur idéologie, ont du sang sur les mains, en permettant à des gens qui venaient pour tuer de le faire. Parce que si nous avions la maîtrise de nos frontières, tout cela ne serait pas arrivé. Edith Diaz. Oui, bien sûr, je partage tout ce qui a été dit et pendant que tu parlais, je me remémorais un petit peu là les derniers jours qu'on a passés à l'Assemblée nationale où clairement il subsiste, il persiste cet aveuglement, même ce déni quant au lien entre l'immigration, le communautarisme et l'islamisation de notre société. J'ai donné quelques exemples.
eh bien, la gauche a déposé un amendement pour favoriser les subventions aux navires qui font de la récupération de migrants en mer. Donc nous avons dit récupérer en mer et reconduire dans le pays d'origine, oui, mais récupérer en mer et faire arriver sur notre sol des migrants, ça n'est pas possible. Je voudrais quand même rappeler, moi, vous savez, je suis élue en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, que toutes les collectivités, enfin une bonne partie des collectivités de gauche se félicitent chaque année de donner des milliers d'euros de subventions précisément à SOS Méditerranée. Et moi, je suis scandalisée de voir que seul le Rassemblement national, dans les collectivités au sein desquelles il siège, eh bien, s'oppose à ces subventions qui ne sont pas insignifiantes, puisque par exemple la mairie de Bordeaux, c'est 10 000 euros pour SOS Méditerranée l'année dernière. Je souhaite que Julie Rochagneux, quand elle sera maire de Bordeaux, mette fin à cette dérive financière. Le conseil départemental de la Gironde, en 2023, a donné 50 000 euros de subvention à SOS Méditerranée, et le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, au sein duquel je siège, eh bien, a donné cette année 40 000 euros à SOS Méditerranée, après avoir donné 100 000 euros l'année dernière. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, parce que, vous voyez, ils n'en font pas la promotion auprès des citoyens, parce qu'évidemment l'immense majorité des citoyens rejettent ce gaspillage d'argent public. Ce qu'il faut dire aussi, alors je rebondis, c'est qu'à la fois il y a la question des subventions, on donne de l'argent à des associations qui, si vous voulez, qui ont le droit d'exister, mais c'est encore plus aggravant qu'elles vivent sur l'argent public. Oui. SOS Méditerranée est gavé d'argent public. Mais attention, il y a aussi un autre élément qu'on ne prend pas souvent en compte. Et d'ailleurs, un amendement du Rassemblement national avait été déposé, je crois, il y a une semaine ou deux, pour faire en sorte de ne plus rendre éligibles les associations. La deuxième partie de ce que je voulais dire. J'anticipe ce que tu disais. J'anticipe ce que tu disais. Je vois que voilà, notre mais travail... mais bien sûr, mais d'autant que voilà, je suis ça, parce que c'est un peu ma spécialité en tant qu'avocat, non pas les associations migrantes, vous l'avez compris, mais les réductions d'impôts qui sont accordées à certaines associations. J'explique parce que c'est très important. C'est vraiment, donnez-moi 30 secondes. Certaines associations ont la capacité, lorsqu'elles sont dites, entre guillemets, d'intérêt général, c'est le Code général des impôts qui prévoit ça, article 200-238 bis, de faire bénéficier à leurs donateurs de réductions fiscales. C'est-à-dire que, par exemple, un particulier qui donne, je sais pas, une association comme SOS Méditerranée ou à la CIMAD, vous voyez, qui donne 100 €, elle peut en déduire 66 des impôts. Et de même, des entreprises, des sociétés commerciales peuvent donner et déduire à hauteur de 60% de leur impôt sur leur société. Et il se trouve qu'en fait, ce mécanisme fiscal, il est un petit peu abusé par certains organismes, et notamment, effectivement, par des associations qui, sous couvert d'humanitarisme, parce que les associations dites humanitaires sont éligibles à ces réductions d'impôts, eh bien, sous ce prétexte, en réalité, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font de la politique. Quand vous allez sur le site de la CIMAD, c'est de la politique. C'est vraiment aidons les réfugiés. D'ailleurs, c'est une assistance, en fait, aux réfugiés, aux migrants illégaux, en parlant français. Et cette assistance juridique-là, elle est possible grâce au fond de cette association qui vit de subventions, mais qui vit aussi de la réduction d'impôts sur du compte. Ça se fait sur le dos du Trésor public, cette affaire, si vous voulez. Et c'est une vieille histoire. Il y a un an aussi, je me souviens, j'avais travaillé là-dessus, pareil, avec un député du Rassemblement national qui avait posé une question, cette fois-ci, directement au ministre. Ça serait intéressant, d'ailleurs. Je me demande si Bruno Retailleau n'était pas en responsabilité. Vous voyez, les masques tombent aussi, et il me semble que c'était... Vous arrêtiez de dire en responsabilité. Aux responsabilités. Ils sont responsables de rien, ces gens. Il me semble que c'était Franck Giletti qui avait posé une question, alors c'était au ministre de l'économie et des finances, en disant voilà, il y a un abus sur cette question-là, ce ne sont pas des associations militaires, ce sont des associations politiques, et normalement une association politique n'a pas cette capacité-là. On a balayé d'un revers de main. Voilà. Donc, quand l'État nous dit qu'il veut lutter contre l'immigration, contre la clandestinité, pourquoi finance-t-il du même coup des associations qui participent de cette illégalité ? Voilà. Donc, il faut taper absolument dans tous ces mécanismes, parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, ça se fait avec l'argent des Français. Voilà. Oui, exactement. Et, alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, en effet, nous souhaitons que les associations qui
encouragent ou contribuent à opérer une violation de la loi ne puissent plus bénéficier de cette déduction d'impôt et donc du coup que leurs adhérents ne puissent plus déduire cela de leurs impôts. Donc nous l'avons proposé pour toutes les associations immigrationnistes, on les appelle comme ça, mais nous l'avons aussi proposé pour toutes les associations qui font de l'agribashing. Vous voyez, quand des associations entretiennent, soutiennent la violation de propriété des agriculteurs pour après les jeter en pâture. Nous l'avons aussi proposé pour toutes les associations qui soutiennent l'intrusion dans les centrales nucléaires, par exemple. Donc en fait, tout ça, c'est une myriade d'associations en effet très politisées et alimentées par une idéologie d'extrême gauche radicalisée, wokiste notamment, antispéciste et immigrationniste. Et donc ces coupes dans les niches fiscales, donc issues de notre programme, viennent en complément de la baisse des dotations aux associations immigrationnistes que nous soutenons. Donc la baisse des dotations, nous les soutenons. On n'est pas les associations. Non, vous avez compris. Je crois qu'on avait compris. Parce que pour vous donner un exemple, il y a quelques années, je crois que c'est en 2016, les associations immigrationnistes touchaient environ 300 millions d'euros de subventions. Et l'année dernière, on a dépassé le milliard d'euros. Vous vous rendez compte ? 1 milliard d'euros de subventions allouées aux associations immigrationnistes qui font de la politique. Et avec les LR au gouvernement. Exactement. Avec, faut le rappeler avec les LR au gouvernement. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on va subventionner, entretenir des associations politisées dont le rôle est d'entraver l'action de l'État quand l'État souhaite, même timidement, eh bien, faire respecter la loi et notamment renvoyer les clandestins chez eux. Donc il y a un vrai changement de paradigme à opérer et comprenez que pour nous au Rassemblement national c'est parfois un peu difficile à l'Assemblée nationale de se rendre compte à quel point en fait tous, Marine Le Pen les appelle le parti unique, c'est-à-dire des Républicains jusqu'à la France insoumise, eh bien ils sont tous responsables de la situation que nous subissons. On va regarder une autre vidéo. Mon cher Louis, on va mettre la vidéo numéro 7. On va écouter Marion Maréchal au Parlement européen qui regrette l'inaction face à l'immigration incontrôlée en France, endeuillée par le terrorisme islamique depuis plus de 10 ans. Depuis 2012, plus de 300 Français ont été victimes de la haine islamiste. Ce seul 13 novembre 2015, 130 Français ont été tués, 413 ont été blessés. Alors en ce triste anniversaire, je pose une question. Pouvons-nous regarder les familles de victimes dans les yeux et leur dire que tout a été fait pour que cette attaque ne puisse plus avoir lieu? Pouvons-nous leur dire qu'aujourd'hui l'islamisme est moins fort qu'il ne l'a été hier? La réponse est malheureusement non. Oui, des terroristes pourraient encore traverser 6 ou 7 frontières pour venir frapper nos capitales. Oui, l'idéologie islamiste continue de progresser dans le terreau de l'immigration extra-européenne et du communautarisme. 10 ans, qu'est-ce qui a changé de notre rapport avec l'islam ? Je pense que c'est pire, c'est-à-dire qu'en réalité, on met de la poussière sous le tapis. En réalité, ce n'est pas parce que nous avons moins d'attentats aujourd'hui que la menace de fond, elle n'est pas là. Parce qu'encore une fois, l'islamisme, c'est un terreau. D'accord ? L'islamisme, il pousse pas, si vous voulez, dans les le prairies à Argenton-sur-Creuse ou dans le fin fond du Poitou ou de l'Auvergne. Voilà, tout ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est arrivé par les vagues migratoires. Voilà, il y a un lien, je suis désolé, entre immigration et islamisme. Il y avait pas d'islamisme en France il y a 50, 70 ans. Il n'y a pas d'islamisme dans les pays où il n'y a pas d'immigration. On dit pas que tous les musulmans sont des terroristes, voilà, mais c'est juste que il faut comprendre que c'est un phénomène qui s'explique tout à fait rationnellement, et donc si on comprend l'explication de ce phénomène, on comprend aussi comment est-ce qu'on peut le combattre. Depuis 10 ans, la situation, c'est pas qu'elle n'a pas changé, c'est qu'elle a empiré, puisque encore une fois, si on considère bien, et on le fait ici, qu'il y a un lien entre immigration et islamisme, alors plus il y a d'immigration, plus il y a de chances demain qu'il y ait de plus en plus de tumeurs islamistes. Mais c'est simplement parce qu'en face de nous, nous avons aussi des gens qui réfléchissent. Pardon, mais si aujourd'hui il n'y a pas plus d'attentats, je pense que ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus en capacité de le faire. Alors il n'y a plus l'État islamique, c'est vrai, mais il n'y a pas moins d'islamistes en France. C'est faux de le dire, ça. Ça c'est faux. Je pense simplement que la stratégie a changé. La stratégie d'un certain nombre d'organisations islamistes, par exemple comme les Frères musulmans, c'est une stratégie très progressive, de tissu, auprès des associations locales, auprès des élus. On le voit aujourd'hui. Et on va le voir au moment des élections municipales. On verra dans des grandes villes
qui sont des villes aujourd'hui où l'immigration est hors de contrôle. Je pense à des villes pas forcément qu'en Île-de-France, à Roubaix, vous voyez, par exemple, où d'ailleurs David Guiraud, député LFI, il me semble, va être candidat. On va voir comment ces élus vont se comporter vis-à-vis des islamistes. Parce que, fondamentalement, les islamistes, aujourd'hui, ils ont besoin que leurs revendications soient écoutées, avancent, et s'ils ont des interlocuteurs, et on peut les nommer ici, comme la France Insoumise, le travail est fait, si vous voulez. Si la France Insoumise fait le travail des islamistes, ça leur va. Et qui sont, pardon ? Qui sont plus que bienveillants, qui sont complaisants. C'est pour ça que le terme d'islamo-gauchisme, à mon avis, n'est pas un terme complètement à écarter. Enfin, c'est une réalité, en fait, aujourd'hui, au niveau local. Et je pense qu'on va vraiment observer ça au moment des élections municipales. Donc, en 10 ans, en résumé, je pense que rien n'a changé. Je pense que les choses ont empiré. La situation migratoire est pire en 2025, enfin 2025 on n'a pas les chiffres, mais 2024, que en 2014 ou en 2015. Bon, il est pire qu'à 10 ans. Et il faut bien comprendre que tout cela va s'aggraver parce que il n'y a pas de responsables politiques qui prennent la mesure de l'ampleur de la vague migratoire qui est là et qui va continuer année après année. Et je termine en vous disant que tout à l'heure, Edwige a parlé effectivement de ce que disait Marine Le Pen. Marine Le Pen parlait avant de l'UMPS. Au fond, c'est ce qui s'est réalisé avec Emmanuel Macron. Mais voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Monsieur Bruno Retailleau, qui parle pas trop de ses résultats aujourd'hui. D'ailleurs, il parle plus beaucoup parce que, étant donné que ses députés, il a plus la main sur ses députés, il dit plus grand chose. Mais il est resté quand même 1 an en responsabilité. On peut faire un bilan en 1 an. Il a accepté le pouvoir. Il a accepté. Eh bien, en 1 an, c'est le record. Vous entendez, sur l'année 2024, c'est le record d'entrée légale en France. Donc, c'est pas qu'il a inversé la tendance. Il l'a même pas stoppé. La tendance ne s'est pas arrêtée. Donc, ces gens-là, qui une fois en responsabilité ne font rien, et qui en plus ne savent pas gérer leur propre troupe, que croyez-vous qu'ils feront si demain ils sont en responsabilité ? Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes parce qu'ils ne remettent pas en cause le paradigme migratoire, le paradigme européen, le paradigme du système, au fond, dans lequel nous vivons depuis 50, 60 ans. Donc il n'y a rien à attendre d'eux. Je pense que dans les sondages, les Français le comprennent de plus en plus. Edwige Diaz, en 10 ans, on n'a pas du tout combattu l'islamisation de la France. Mais non, en tout cas, je ne le vois pas et je pense que les Français ne le voient pas non plus. Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les Français en ont marre de verser des larmes, d'allumer des bougies et de déambuler avec des nounours. Voilà. Les Français attendent des actions fortes qui, malheureusement, n'arrivent pas. Il suffit de voir ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale quand des fillettes voilées ont pu accéder aux tribunes. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a un groupe d'enfants dans le cadre d'une sortie scolaire qui a réussi à franchir tous les accès de sécurité de l'Assemblée nationale pour regarder une séance de débat à l'Assemblée nationale. Et donc on parle pas là de jeunes femmes, on parle de fillettes qui étaient assises à côté d'un homme barbu, voilà, qui portait la barbe. Et qui avait séparé les hommes et les femmes. Tout à fait, les hommes et les femmes étaient séparés et ça n'a ému personne. La gauche a trouvé que c'était la liberté de ces personnes de se couvrir. De 10 ans. Voilà. Donc la gauche a totalement légitimé ce comportement. La droite et le centre sont restés particulièrement muets en disant que durant les sorties scolaires, eh bien, le port du voile n'était pas interdit. Oui, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé des propositions de loi, précisément pour interdire le port du voile au moment des sorties scolaires, mais aussi à l'université. Et quand même, on parle de fillettes. Donc en fait, ils ont essayé de focaliser l'attention sur ces sorties scolaires, donc ça n'est pas interdit. Enfin mince, France 2025, Assemblée nationale, fillettes de 8-10 ans voilées. Donc là, c'est vraiment la démonstration de la puissance de cet tantrisme islamiste qui se permet toutes les provocations. Et vraiment, il n'y a que le Rassemblement national qui s'est opposé ouvertement à cette entrée de ces personnes quand même en tenue islamiste. On voile des petites filles de 10 ans maintenant. Ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est la réaction
et parfois la non-réaction à gauche, mais aussi les réactions. J'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre de députés de la France Insoumise et qui considéraient que le problème, c'était les réactions des députés du Rassemblement national. Et le problème est de pointer du doigt et de stigmatiser. Mais attendez, on parle d'enfants. Je pense qu'il faut qu'on se réveille 30 secondes là. On parle d'enfants, de fillettes de 8 à 10 ans qui sont voilées. Je pense que là, la gauche a perdu complètement les pédales là, à ce moment-là. C'est-à-dire que le niveau d'électoralisme est tellement haut chez ces gens-là qu'ils sont prêts à tout abandonner. Le problème... On se rappelle de ce député qui comparait le voile au serre-tête pour les filles catholiques. Oui, bien sûr. Ouais, encore une superbe intervention. Mais ce qu'il faut quand même dire aussi à ces gens-là, alors il y en a certains qui s'en rendent compte, mais beaucoup sont aveuglés, c'est que les islamistes sont plus malins qu'eux. Et les islamistes les dévoreront. Tous. Si demain ils arrivent aux responsabilités. On a déjà eu l'exemple. Parce qu'il y a la convergence des luttes queer, woke, gauchistes, marxistes et islamistes, ça ne marche pas. C'est l'islamisme qui les dévorera tous. Voilà. Et ils se pensent soit ils se pensent plus puissants, soit tout simplement ils ne pensent pas et ils sont naïfs. Et ils le font par pur électoralisme. Mais ils le font par pur électoralisme, oui, mais il va arriver un moment où la contradiction ne sera plus tenable pour eux. Vous voyez, il s'est passé quelque chose, c'est un tout petit peu éloigné, mais pas complètement, il y a quelques jours, où je crois que c'est hier, il y a une polémique qui a éclaté à propos de Raphaël Arnaud. Je ne sais pas si vous avez vu, Raphaël Arnaud a été accusé par, je crois, un de ses anciens collaborateurs de racisme en disant qu'il faisait pas monter assez les gens des banlieues. Vous voyez, c'est pas complètement éloigné. Ce que je veux vous dire, c'est que à un moment entre ces représentants de la gauche morale, mais très très à gauche, ici on parle quand même d'un Hervé d'extrême gauche qui a une charte de député, mais qui en réalité ne devrait pas être à l'Assemblée nationale, violent, etc. Qui avait proposé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Absolument. À un moment, il va y avoir une rébellion aussi au niveau de cette base-là. Et ces gens-là finiront dépassés. C'est aussi simple que ça. La révolution qui monte, vous voyez, par exemple, c'est Rima Hassan. Rima Hassan, moi je me souviens très bien d'une séquence où elle est sur scène à l'occasion d'un meeting de gauche à côté de Mathilde Panot, et elle dit très clairement les choses. Elle dit, je vais le dire un peu sans filtre, mais c'est ça, c'est à un moment, les Blancs, vous allez devoir laisser la place. Voilà. Donc, le communautarisme, qu'il soit islamiste, immigré, banlieue, etc. Enfin, ce communautarisme-là les dévorera, c'est sûr. On se rappelle que c'est ce qui s'est passé en Iran en 79, au Soudan en 89, au Yémen en 94, en Irak en 2003 où les islamistes ont décapité l'extrême gauche irakienne en pensant prendre le pouvoir, ou en Égypte en 2012. À chaque fois, l'extrême gauche s'est fait décapiter par les islamistes. On va parler de notre dernier sujet, il nous reste juste quelques minutes. Mon cher Louis, on va mettre la vidéo numéro 1. C'est Sabrina Medjeber qui réagit à la libération de Boualem Sansal avec une certaine indignation vis-à-vis de la France. Ce n'est pas la France ce soir qui accueillera Boualem Sansal, compatriote français. Donc moi je rejoins tout à fait les analyses précédentes. C'est une honte pour notre pays. Quant aux polyglottes du vide que sont monsieur Lecornu et monsieur Emmanuel Macron, pardon, ils n'ont pas été à la hauteur. Je ne parle pas de l'opacité des relations diplomatiques, je vous donne juste un exemple humain. Lorsque sa fille a écrit des courriers, ils sont restés sans réponse. Sans réponse. Donc, il n'y a aucune justification aujourd'hui qui puisse accorder une quelconque gloire à la République française de ne pas accueillir Boualem Sansal sur son sol ce soir. Edwige Diaz, libération de Boualem Sansal par l'Algérie, négociée par l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a réussi à faire libérer Boualem Sansal, qui est dans les geôles de la dictature algérienne depuis plus d'1 an. Oui, alors bien sûr, les pensées du Rassemblement national vont à notre compatriote de 75 ans, gravement malade par ailleurs. Nous nous félicitons de sa libération. Vous savez qu'un certain nombre de villes dirigées par le Rassemblement national, comme Perpignan avec Louis Alliot, ont été très actives pour réclamer sa libération. Mais c'est l'Allemagne qui l'a obtenu. C'est vraiment symptomatique de l'unité
l'humiliation de la France et de l'affaiblissement de la diplomatie française. Mais ça, vous savez, on le voit depuis un certain nombre d'années à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, que le pouvoir en place se couche devant l'Algérie. Quand le gouvernement refuse de hausser le ton pour mettre un terme aux accords de 1968, quand le gouvernement refuse d'engager un bras de fer pour que l'Algérie récupère ses OQTF. Voyez, en fait, donc cette lâcheté du gouvernement, elle se matérialise aujourd'hui par l'obtention d'une victoire diplomatique, non pas par la France, mais par l'Allemagne. En tout état de cause, je me félicite de cette libération, et au Rassemblement national, nous avons une pensée pour notre autre compatriote toujours enfermé en Algérie, à savoir monsieur Christophe Glaise. Pierre Gentier, la France en dessous de tout dans cette libération de Boualem Sansal, sachant que Retailleau avait dit « cette fois c'est fini », il avait montré les bras, il avait gonflé le torse, et finalement rien. C'est aussi, oui, alors on va pas faire une fixette sur les Républicains, on les a un peu beaucoup chargés, mais c'est aussi malheureusement une humiliation pour Bruno Retailleau, c'est-à-dire que faut aussi, et en même temps je modère mes propos, c'est-à-dire que il y a forcément tout un travail en coulisses que nous ne voyons pas. Mais il n'empêche que les informations que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est grâce au travail des services diplomatiques allemands que cette libération a pu intervenir, parce que l'Allemagne a fait un certain nombre de gestes, il y a eu des tractations, etc. Donc c'est aussi une manière pour l'Algérie d'humilier la France. Alors à la fois, il relâche Boualem Sansal par cette grâce présidentielle, qui aurait pu intervenir beaucoup plus tôt, ça, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle intervient maintenant ? Parce que ce sont les Allemands qui ont négocié. Et c'est une manière à la fois de montrer que ce sont des gens tolérants, humanistes, ce que vous voulez. Parce que de la dictature algérienne. Voilà, bien sûr. Parce que cet homme serait mort en prison, quand même. Il a un cancer. Les geôles algériennes, alors il a un cancer. Les geôles algériennes sont pas non plus des hôtels 4 étoiles. Résultat, aujourd'hui, Boualem Sansal est libre. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on pose un peu plus sur la table nos rapports avec l'Algérie. Le problème, c'est que aucun ministre ne veut engager le bras de fer. Bruno Retailleau, qui est resté pendant 1 an, n'a rien fait. Il a beaucoup parlé. La convention franco-algérienne qui permet ces facilités de visa entre les deux pays, qui donne un vrai régime d'exemption. L'accord de 68. Les accords de 68, bien sûr. Cet accord, il est toujours en place. Il n'a pas été dénoncé par la France, par le président de la République. Que le RN a dénoncé et qui a fait voter à l'Assemblée nationale. Absolument. La suppression des accords de 68 ont été votés à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au président de la République de le faire. Et voilà, maintenant, c'est au président de la République. Et il n'y a pas de signe, en tout cas, que cette convention serait dénoncée. En tout cas, moi, j'ai pas de signaux comme quoi il dénoncerait cette convention franco-algérienne. Donc, personne ne veut engager le rapport de force au niveau de la Macronie, comme au niveau des LR, et encore moins, évidemment, à gauche. Pourtant, il va falloir le faire. Merci beaucoup pour votre présence, Pierre Gentier et Edvigia. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Chers amis, on va faire une très courte page de pub, le temps que je change de place, pour recevoir Corentin Stemler, le créateur du magnifique spectacle de la Dame de Pierre sur Notre-Dame de Paris. On lance la pub et on revient tout de suite.